Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est très heureux, mais surtout très honoré de recevoir Thierry de Montbrial pour un nouvel entretien sur le site et la chaîne YouTube de la Société de Géographie. Bonjour Monsieur de Montbrial. Bonjour. Alors, on a une petite tradition à la Société de Géographie avant de commencer nos entretiens. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bien, je m'appelle Thierry de Montbrial. Je suis le fondateur et président de l'Institut français des relations internationales. Je suis membre de l'Académie des sciences morales et politiques. J'étais aussi le fondateur du Centre d'analyse et de prévision, aujourd'hui Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. J'ai été président de la Fondation pour la recherche stratégique. J'ai été très très longtemps le professeur et président du département d'économie de l'École polytechnique, etc. Enfin, j'ai écrit beaucoup de livres en économie, dans le domaine de la géopolitique. J'ai beaucoup voyagé, et je continue encore, etc. Alors, Monsieur de Montbrial, j'ai envie de commencer, si je puis dire, in medias res, avec ce qui se passe depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies au Proche-Orient. Ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, il s'agisse à la fois depuis le 7 octobre entre Israël et Gaza, mais encore plus récemment entre Israël et l'Iran. Pensez-vous que nous soyons dans une énième péripétie d'une histoire particulièrement complexe et heurtée, ou au contraire, est-ce que sous nos yeux, nous assistons à un basculement véritablement géopolitique de cette région du monde et peut-être sur l'ensemble de la planète ? Il est très difficile, je crois peut-être même impossible, de répondre clairement à une question de ce genre. Ce qu'on peut dire, c'est que la planète, le système international dans son ensemble, est en train de subir une mutation considérable que je fais remonter dans mon dernier ouvrage à la chute de l'Union soviétique. Je crois que l'élément fondamental, c'est la chute de l'Union soviétique. C'est aussi, donc vers la même époque, enfin dans la seconde moitié des années, dans la deuxième moitié plutôt du siècle dernier, c'est l'extraordinaire évolution technologique qui se poursuit. C'est aussi le phénomène islamique, dont je pense nous reparlerons. Donc tout ça fait que nous sommes embarqués dans des changements considérables. Mais c'est peut-être la dimension technologique qui donne le plus d'imprévisibilité sur des longues périodes, mettons sur 10 ou 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que la vision traditionnelle des peuples, des nations qui se reconstituent toujours d'une façon ou d'une autre, enfin qui manifeste un certain nombre d'invariants, tout cela est peut-être en train aussi de changer. À quoi ressemblera le monde même dans 20 ou 30 ans, il est à peu près impossible de le dire. Voyez-vous ? Alors, je crois qu'il y a dans ces extraordinaires phénomènes que nous vivons au Moyen-Orient, il y a des éléments on a déjà vu ça va recommencer, la haine est toujours là, ils vont reconstituer leurs forces, le Hamas n'est pas mort, l'Iran est une très grande nation et elle a été, quoi qu'on dise, humiliée, pas seulement les mollahs. Donc ce genre de choses permet en effet de prévoir des récidives et de dire tout ça après tout n'est qu'une accalmie. Mais il est vrai aussi que ces transformations globales du monde peuvent conduire à des surprises. Par exemple, qui eût dit il y a même 10 ou 15 ans que les Émirats arabes unis auraient signé ces fameux accords d'Abraham et que d'une certaine façon, l'Arabie saoudite ne demande qu'à les signer, voyez-vous. C'est pour ça que je crois qu'il faut être assez prudent sur les jugements globaux. Ces dernières années, on a assisté à la guerre en Ukraine, à une reprise du conflit entre Israël et la Palestine, entre Israël et l'Iran, aussi à une sorte de montée en puissance de l'affrontement entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Est-ce que finalement, ces événements ne remettent pas au goût du jour les affrontements entre empires et donc ne réhabilitent pas une perspective réaliste en géopolitique que certains observateurs avaient cru ou avaient voulu voir disparaître?
Alors je vous dis tout de suite que pour ce qui me concerne, je suis ouvertement un réaliste et pas depuis hier, ni même avant-hier. Simplement, je crois qu'il ne faut pas confondre réalisme et réel politique, et encore moins avec cynisme. Par exemple, réfléchir, comme je l'ai beaucoup fait dans ma vie, sur des modèles de gouvernance, sur l'idée que le monde, dans 100 ans, dans 150 ans, sera beaucoup plus proche, ou pourrait être beaucoup plus proche d'un système complet avec un fort degré, un haut degré de gouvernance globale. Bon, toutes ces choses-là, toutes les réflexions sur ce genre de sujet ne sont pas du tout incompatibles avec le réalisme. Le réalisme, c'est ne pas prendre ses désirs pour des réalités, en tout cas immédiates, et c'est aussi ne pas vouloir mettre partout de la morale dans l'analyse des relations internationales. D'ailleurs, il y a énormément de confusion sur ce sujet, mais en particulier sur la question de la place du droit international, où on entend énormément de naïveté encore ces jours-ci. Voilà, donc si on fait la part des choses, eh bien, effectivement, on retrouve du déjà vu. Mais j'attirerai tout de même l'attention sur le fait que vous parlez du retour d'empire. Alors ça, c'est ce qu'on entend tous les jours. Bon. Et puisque j'imagine qu'il y a des membres de la Société de géographie qui m'écoutent, et dont beaucoup sont certainement beaucoup plus avisés que moi sur la science de la géographie, je dis attention, parce qu'on emploie le même mot, empire, pour signifier des réalités extrêmement différentes. Si vous prenez le cas de la Russie, la construction territoriale de la Russie est vraiment intimement impériale, par nature profonde, encore une fois. Mais c'est un type d'empire qui n'a rien à voir, ou très peu à voir, avec l'empire colonial français du XIXe siècle. Et il m'est arrivé d'entendre, par exemple, des comparaisons entre la Russie et l'Ukraine d'une part, et la France et l'Algérie de l'autre. Pour moi, c'est j'allais dire absurde. Je ne vois pas du tout les choses de cette manière, voyez-vous. En revanche, je crois que la notion de zone d'influence est beaucoup plus pertinente. Elle est d'ailleurs beaucoup plus souple, cette notion de zone d'influence, que la Russie post-soviétique cherche à reconstruire d'une manière plus ou moins ferme, d'ailleurs selon les cas, une zone d'influence avec des pays qui sont, j'allais dire, inextricablement liés à eux dans leur histoire sur parfois plusieurs siècles. Tout ça me paraît une évidence que d'ailleurs j'écrivais déjà dès 1989-90. Dans ce livre, L'ère des affrontements, que je viens de publier chez Duno, reprend tout cela. Je crois que s'il y avait une prévision qui était possible à faire dès 1989-91, c'était que la chute du dernier empire, en l'occurrence du XXe siècle, la chute de l'empire russe, ouvrait la porte à des transformation considérable du monde entier, rouvrait ce qui était gelé depuis parfois la Première Guerre mondiale, et naturellement depuis la Seconde. Ça, c'était le genre de prévision qui était, je crois, extrêmement facile de faire. Mais attention à ces idées tellement souvent répandues que même Vladimir Poutine cherche à reconstituer l'Empire russe. Sans doute aurait-il adoré reconstituer l'Empire russe, mais personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Alors vous évoquez justement la figure de Vladimir Poutine. Très souvent, quand on lit la littérature journalistique ou universitaire autour des relations internationales, on a l'impression qu'elle se résume parfois à l'opposition entre des figures. Donald Trump notamment, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, j'en passe, etc. Est-ce que cette personnification, voire cette surpersonnification, vous semble être aujourd'hui un outil d'analyse pertinent, notamment dans un monde de plus en plus ouvert, globalisé, dans lequel une figure peut être
aurait moins de pouvoir qu'elle n'a pu l'avoir dans le passé? Alors je crois en effet qu'il faut faire extrêmement attention à l'abus du recours à telle ou telle figure particulière. Je dirais que c'est une solution de facilité et qui est aussi un petit peu ridicule parce que j'entends tellement souvent des gens qui disent Poutine pense que, Poutine fait ceci, fait cela, comme s'ils étaient dans la tête de Poutine ou dans celle de Trump. Ceci n'a pas grand sens. Alors ce qui est vrai naturellement, c'est que dans l'histoire, il y a à certains moments des personnalités qui jouent un rôle considérable et qui font que avec eux, il y a des bifurcations qui n'auraient pas eu lieu sans eux. Ce sont des banalités, mais de là tout ramener évidemment à des questions de figure individuelle, cela est une facilité de langage ou d'écriture qui est dangereuse et qui conduit à faire des erreurs. Alors là aussi, pensant aux membres de la Société de géographie, je vais vous dire quelque chose. Bon, l'homme qui vous parle, moi, je suis originairement un mathématicien et un scientifique. Mon doctorat, c'était en économie mathématique et c'est ça que j'ai enseigné aussi sur lequel j'ai écrit, enseigné pendant longtemps. Et ma vision, par exemple, des relations internationales, ça fait quand même plus de 50 ans maintenant que je les pratique, a été, sur le plan théorique, très marquée par mes intérêts premiers. Mais j'ai toujours eu, à cet égard, au moins une double vie. C'est-à-dire la vie intellectuelle, assez poussée, je crois, mais cette vie de contact, de voyage, je crois qu'il faut aller voir les gens chez eux. J'ai eu la chance, à travers ma vie, de rencontrer énormément de gens puissants ou pas, mais en particulier les puissants. Je connais personnellement beaucoup des grands acteurs de la scène internationale actuelle, y compris des gens comme Erdogan, Poutine et bien d'autres. Et aller dans ces pays, les voir des gens qui sont d'un côté, qui sont de l'autre, ça permet ça conduit en fait à modifier, à nuancer les regards d'une façon tout à fait considérable. Non, donc je crois que tout ramener à la figure de Poutine, à la figure d'Erdogan, à la figure de Xi Jinping, que de gens ont spéculé sur le Xi Jinping qui s'installait comme pour le reste de sa vie, à partir du moment où il avait supprimé la règle des 2 mandats qui avait été instaurée par Deng Xiaoping, etc. Tout cela, je crois, ce sont des caricatures dont il faut se débarrasser. Nous avons commencé notre entretien avec ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Est-ce que justement ces événements récents consacrent une marginalisation progressive, moyenne ou totale, de l'Europe sur la scène internationale? Oui, bien sûr, mais la marginalisation de l'Europe, elle était aussi visible depuis le début. Depuis le début, je veux dire, depuis 1989-91. Parce que, pour 2 raisons essentiellement. Bon. La première, c'est que nous parlons de l'Europe, mais nous en parlons souvent comme si elle était une nouvelle sorte de nation en devenir, comme si elle était quasiment un État-nation. Parler de la défense de l'Europe, l'expression même défense de l'Europe, renvoie dans l'imaginaire, en tout cas, à la défense d'un État-nation. La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'État-nation européenne. Défendre un pays, si on prend les mots au sérieux, c'est jusqu'à quel point est-on prêt à mourir pour ce pays. Et j'ai été d'ailleurs extrêmement frappé aussi, je parlais de l'abus nous parlions de l'abus des renvois à des figures particulières, il y a aussi l'abus de renvois à des situations historiques qui sont devenues des clichés dégagés en réalité de leur réalité. Je pense à Munich, par exemple. Alors, de dire si on ne fonce pas au secours de Zelensky ou si on ne prend pas au sens si on pose propre les paroles de Zelensky qui dit nous Ukrainiens, nous nous battons pour vous, Européens, eh bien à ce moment-là, on est des Munichois.
Non, ce sont là aussi des abus qui sont même, si on essaye de parler sur un plan un peu plus scientifique, qui sont même assez scandaleux pour tout vous dire. Et quiconque a regardé d'un tout petit peu près l'histoire de Munich, le dernier livre sur ce sujet, celui de Maurizio Serra, qui est tout à fait remarquable, on voit à quel point la situation de Munich est tout autre que celle que nous vivons actuellement. Donc je crois qu'il faut vraiment, là aussi, faire extrêmement attention à ces comparaisons. Alors l'Europe, c'est autre chose. Parler d'intérêt commun, c'est précisément toute l'idée de la construction européenne, en tout cas dans l'idée de Jean Monnet, des pères fondateurs, c'est-à-dire créer des intérêts de plus en plus intriqués qui conduisent en effet à une notion d'intérêt global, mais qui n'a pas forcément l'aspect, on va dire, sentimental, au sens de Renan quasiment, qui est celui qu'on attribue généralement à la nation. Donc il y a une faiblesse de l'Europe sur le plan géopolitique, d'autant plus que depuis la chute de l'Union soviétique, la voie qui a été choisie a été celle de l'extension hâtive de cette construction à beaucoup de pays qui en réalité ont des vues, des intérêts, des visions sensiblement différentes de la nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'économie. L'Europe n'a cessé de décliner, je pense, sur le plan économique. Elle n'a pas réussi à prendre le tournant des révolutions technologiques, en particulier dans ses dimensions les plus récentes. Et puis nous vivons, il faut bien le dire, comme des petits bourgeois, c'est-à-dire que nous ne nous remettons pas en cause, nous avons une vision de la protection sociale qui est accompagnée d'une certaine facilité de vie, on ne met pas l'accent sur l'effort, etc., etc., etc. Et le résultat, c'est que nous sommes faibles sur le plan économique, et c'est la conjugaison de ces deux facteurs, je crois, qui explique la difficulté de notre situation. Vous évoquiez précédemment la publication de votre récent ouvrage, L'ère des affrontements, publié en 2025 chez Duno. Et moi, en le lisant, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on nous parle beaucoup d'un basculement géopolitique dont nous serions actuellement les témoins. Mais quand vous faites une sorte d'épistémologie, d'histoire des relations internationales, notamment depuis les 50 dernières années, j'ai l'impression, mais peut-être est-ce une mauvaise lecture de ma part, que finalement on a une sorte de parenthèse, enchantée ou pas, qui se clôt, et qu'on a une sorte de retour d'une organisation internationale très proche de celle qui présidait au début du XXe siècle, voire même au XIXe siècle, voire même avant. Alors c'est le risque. C'est le risque. Et ceci nous ramène à l'Europe. Alors, ce qui est évidemment très différent, je crois que vous avez raison, c'est même la fin du XIXe siècle qu'il faut prendre comme terme de comparaison. Alors, à la fin du XIXe siècle, la situation, c'était que le monde était évidemment dominé par l'Europe. C'était des empires européens. Et que, après s'être entretués sur le continent européen, les grandes puissances européennes avaient dérivé leurs conflits sur les empires extérieurs. Mais enfin, c'était vraiment la domination européenne, mais avec des jeux de puissance, des jeux d'intérêt, des stratégies qui étaient assez facilement identifiables. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la stratégie de la Grande-Bretagne, pendant une très longue durée de son existence, a été dominée par le fait d'empêcher sur le continent, d'empêcher une unité trop forte sur le continent européen, avec en particulier le spectre abominable d'un alignement entre, par exemple, la France, l'Allemagne et la Russie. Bon, pour dire les choses autrement, la Grande-Bretagne a toujours agi pour diviser les Européens continentaux. Alors aujourd'hui, la situation est différente à certains égards et non sans quelque analogie à d'autres égards. Elle est différente en ce sens que les Européens sont de plus en plus marginalisés dans le concert des nations au sens large,
Bon, les États-Unis sont toujours la puissance dominante, encore qu'avec des faiblesses potentielles dont les conséquences à terme pourraient être très changeantes, pourraient changer la physionomie globale du système international. La Chine est de toute façon déjà et sera une puissance majeure, sinon la puissance dominante, on ne le sait pas encore du XXIe siècle, mais il y a aussi la montée de tous les autres acteurs, en Asie en particulier, et l'aspect de renaissance à certains égards d'autres pays qui sont redevenus des puissances incontestables, comme par exemple typiquement la Turquie. Mais ce qui me préoccupe, et là c'est l'aspect 19e siècle, c'est en Europe même. C'est en Europe même. Parce que les conflits entre les autres grandes nations, c'est pas du 19e siècle, puisqu'elles n'étaient pas des grandes puissances à l'époque, donc c'est pas la comparaison est plus indirecte. En Europe même, ce que je redoute, c'est que l'hétérogénéité réelle de l'Union européenne ne conduise en fait à une fragmentation de plus en plus visible, peut-être même à une cassure ou à des cassures à un certain moment, et l'on pourrait imaginer assez aisément le retour à des conflits, en tout cas d'intérêt dans un premier temps. Il y a des stratégies qui rappelleraient effectivement celles du XIXe siècle en Europe. Et quand on dit, par exemple, que pour parler de défense européenne, eh bien, il faut évidemment mettre la Grande-Bretagne, qui pourtant n'est plus dans l'Union européenne, ça montre bien que ce dont on parle, c'est beaucoup plus de schéma d'alliance dans un sens classique. Et pour l'instant, on vise une alliance où la Grande-Bretagne est alliée avec, ou serait alliée avec la France, l'Allemagne, par exemple, ou l'Italie, mais qui dit que ce sera encore le cas dans 20 ou 30 ans. Donc, attention, pour ceux qui m'écoutent, je ne suis pas en train de prédire que l'on va retourner en Europe à une Europe du 19e siècle. Je dis attention, si on n'identifie pas ce risque et si on ne fait pas très attention dans les années qui viennent, on risque de se retrouver dans une situation de ce genre. Inutile de dire que ce n'est pas ce que je souhaite, mais je crois qu'il faut être lucide, et la lucidité, ça commence par identifier des possibilités, même très déplaisantes. Dans votre dernier ouvrage, vous insistez aussi beaucoup sur la montée en puissance de l'islamisme. Alors, que répondez-vous à celles et ceux qui vous rétorqueraient que l'islamisme, c'est une sorte d'épiphénomène qui ne serait que l'écume de dynamique et de problèmes, d'enjeux plus structurels? Oui, on est dans la problématique de Karl Popper. On peut dire tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est non démontrable. On peut pas l'infirmer. Bon, on peut dire ça, mais vous ne pouvez pas démontrer ni que c'est vrai ni que c'est faux. Par conséquent, ça n'est pas forcément très utile. Le phénomène de l'islamisme, et là, effectivement, j'analyse ça d'assez près aussi dans le livre, d'abord, on peut le dater avec une certaine précision. Bon, pour tout ce qui concerne les grandes puissances, la date de départ pour le monde actuel, c'est clairement, je l'ai déjà dit, la chute de l'Union soviétique. Bon. Pour ce qui concerne l'islamisme, la date de départ, c'est clairement 1979. Qui se trouve être d'ailleurs l'année de la création de l'IFRI. Je précise qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais enfin, pour la très petite histoire, l'ayatollah Khomeini est venu à Paris, d'ailleurs est rentré, est arrivé à Paris le 1er février 1979, et l'ouverture, le début de l'IFRI, c'était le 6 février 1979. Voilà. Mais je précise encore une fois qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet. Alors sérieusement, c'est la révolution iranienne qui nous ramène à l'actualité, bien entendu. C'est la révolution iranienne qui est le point de départ de cet extraordinaire phénomène.
révolution qui s'était préparée évidemment tout au long de l'année précédente, 1978, et qui a été accomplie au courant de l'année 1979. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de l'année 1979, vous avez eu la prise d'otage de la grande mosquée de la Mecque, là en terrain sunnite et non pas chiite, mais qui a été, dont les fondements sont très liés. Et au fond, lié à quoi? Quelle est la cause commune ou les causes communes à ces phénomènes? C'est finalement l'échec de toutes les tentatives depuis la Première Guerre mondiale des pays ou des régions issues de la colonisation européenne à trouver leur propre voie. Après tous ces échecs, ils ont essayé le socialisme, les dictatures, etc. Tout a échoué. Et le recours à des solutions inspirées par la religion, c'était tout ce qui pouvait rester comme tentative. Alors, je rappelle aussi, parce que c'est un point très important, la décision soviétique, dans les derniers jours d'ailleurs de l'année 1979, d'envahir l'Afghanistan, une décision assez funeste, mais extrêmement intéressante de chercher à bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. On n'a sans doute pas le temps d'en parler, mais ça a été un événement aussi majeur dans toute la suite. Alors je crois que nous vivons encore dans les conséquences de tous ces grands événements qui datent maintenant de 45 ans, bientôt un demi-siècle. Alors la question qu'on se pose, la question que vous vous posez, c'est est-ce que nous vivons en somme les derniers soubresauts de ces événements-là, ou est-ce qu'on en a encore pour très longtemps? Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est assez indécidable, ça aussi, aujourd'hui. Alors, néanmoins, ce qui me frappe, c'est que un certain nombre de pays arabes ont compris que leur intérêt, c'était d'entrer dans la modernité, que leur intérêt, c'était de travailler avec les pays occidentaux, européens, États-Unis et Israël, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Je n'exclus pas que l'Arabie saoudite rentre aussi là-dedans. Grande question à ce moment-là, c'est l'Iran, effectivement. Là je me replonge dans l'actualité. Parce que l'Iran a aussi, quand on regarde l'histoire du dernier siècle, et particulièrement les années qui ont précédé aussi la révolution iranienne, l'Iran est un pays qui a tout ce qu'il faut pour être moderne. L'Iran a tout ce qu'il faut pour être moderne. Et donc, la voie que choisira l'Iran dans les années qui viennent, je répète encore une fois, je crois qu'il est trop tôt à la date d'aujourd'hui de spéculer sur ce qui peut se passer, mais la voie que choisira l'Iran sera absolument déterminante, parce que si on veut un instant être un peu optimiste, je peux imaginer, en effet, dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, je peux imaginer un Moyen-Orient apaisé. Mais il y aurait toujours des rivalités de pouvoir, bien entendu, parce que l'Iran, la Perse, c'est un très grand pays de la région, qui sera toujours en concurrence avec la Turquie, l'Égypte, etc., etc. Mais on peut imaginer des solutions apaisées et en partie collaboratives. On peut aussi imaginer l'inverse. Et pour ma dernière question, peut-être très simple dans sa formulation, mais très complexe, j'imagine, à répondre, est-ce que vous pensez qu'en 2025, le monde est plus dangereux qu'il l'était à la chute du mur de Berlin, qu'il était dans le courant du XXe siècle, ou même à la fin du XIXe siècle, puisque nous évoquions cette période? Une réponse brève, c'est oui, mais là aussi, j'appellerai à la nuance. Parce que quand on repense à toute l'histoire de la guerre froide, on a peut-être tendance à, même des gens de ma génération, on a peut-être tendance à sous-estimer les risques encourus. Bon, moi, je suis né en 1943.
je me souviens, enfant, dans la cuisine mal chauffée de mes parents, mon père parlant de Troisième Guerre mondiale à l'occasion de la guerre de Corée. Je n'avais pas 10 ans, voyez-vous. 1961, la crise de Berlin, ça a été un événement, quand je vois tout ce que j'ai appris par la suite, tout ce que j'ai pu lire, discuter dans la suite, que je crois que ça a été un événement beaucoup plus chaud que le souvenir que j'en ai enfant. La crise des missiles de Cuba, dont on parle beaucoup, 1962, il y a encore beaucoup de débats sur la crise des missiles de Cuba, mais ça a été aussi un événement très chaud. Alors, on dira, par exemple, si je prends cet exemple-là, qu'à l'époque, les États-Unis avaient déjà, si je ne me trompe, 1054 missiles intercontinentaux et les Soviétiques n'en avaient qu'une cinquantaine. Et peut-être pas d'une précision si grande que ça. Mais enfin, malgré tout, ça a été très chaud, voyez-vous. Donc on a peut-être tendance et quand moi je suis rentré dans ce monde-là, c'est-à-dire en 1973, l'année de la création du Centre d'analyse et de prévision dont je parlais tout à l'heure, c'était la fameuse année de l'Europe. On était dans un moment qui était plutôt caractérisé par la détente. Alors on a peut-être un peu tendance à enjoliver, parce que comme finalement il n'y a pas eu, la guerre froide n'a pas dégénéré, l'Union soviétique n'est pas tombée par la confrontation, une confrontation militaire avec l'Occident, elle s'est effondrée de l'intérieur. Et on a peut-être tendance à enjoliver un petit peu le passé. Voilà. Alors, mais en même temps, je ne peux pas exclure, par exemple, une troisième guerre mondiale. Alors, je vous le dis tout de suite, là aussi j'en parle un peu dans le livre, je vous le dis tout de suite, je ne dis pas que c'est probable, je dis que c'est possible parce que il peut y avoir, on peut imaginer des scénarios où il y aurait où une situation locale se mettrait à dégénérer. Regardez, nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons tout cela, nous sommes quoi, le 25 ou 26 peut-être même, non 26 du mois de juin de l'année 2025. Bien. On parle déjà de la guerre des 12 jours, et on dit, voilà, c'est terminé, c'est formidable. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est terminé? À 3 jours, on pensait que ça pouvait au contraire dégénérer. Je regarde le journal Le Monde, c'est un petit peu trompé, il y a un mauvais titre qui est paru juste au moment où on était en train où Trump avait annoncé le cessez-le-feu apparemment réussi. Vous voyez, on voit qu'il suffit d'extrêmement peu de choses pour passer d'une situation apaisée, pour passer d'une situation qui paraît extrêmement précaire et dangereuse à une situation apparemment apaisée. Donc là encore, je dirais, soyons prudents et réfléchis dans nos analyses. Alors, Monsieur de Montbrial, merci beaucoup. Je le rappelle, pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, alors je les renvoie bien sûr à votre bibliographie gargantuesque, pantagruélique, mais aussi à votre dernier ouvrage, donc L'ère des affrontements, qui est paru en mois de février 2025 chez Duno. Encore merci pour votre participation et pour vos éclairages. C'est moi qui vous remercie.